7h. Et à 8h, le journal est présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. À l'heure où vos enfants prennent le chemin de l'école, ont-ils bien petit déjeuner? Dans les quartiers défavorisés, un enfant sur 10 arrive le ventre vide. Le ministre de l'Éducation nationale annonce 6 millions d'euros d'aide de l'État pour leur permettre de manger en arrivant à l'école. Ce fut l'une des premières promesses faites aux Gilets jaunes, annuler l'augmentation de la CSG pour les petites retraites. La mesure s'applique enfin, les trop perçus sont versés ces jours-ci. La restauration de Notre-Dame, ouvriers et architectes mobilisés jour et nuit. Les vitraux de la nef vont commencer à être retirés. Et puis partager les rêves des grands aviateurs. Mermoz, Saint-Exupéry, les pionniers de l'aéropostale ont désormais leur musée. On vous y emmène à Toulouse. 8h12, Vincent Hervouette, le nettoyage de l'oligarchie financière en Algérie. 8h15, David Doucan reçoit Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Europe 1. Peut-on vraiment apprendre à lire, à écrire et à compter le ventre vide? Aujourd'hui, dans les zones d'éducation prioritaire, 13% des enfants arrivent à l'école sans avoir pris le moindre petit déjeuner. L'État annonce qu'il va leur offrir, dans un certain nombre de quartiers défavorisés, 6 millions d'euros débloqués cette année dans le cadre du plan pauvreté. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est attendu ce matin dans une école de l'Oise à Pont-Sainte-Maxence. Yasmine Akatou, vous êtes sur place. Et dans cette commune, c'est le maire qui a devancé le ministre. Il finance déjà ces petits déjeuners à l'école depuis la dernière rentrée. Exactement. Pain beurré, lait, jus de fruits. Près de 200 élèves de Pont-Sainte-Maxence dégustent ce petit déjeuner entre 8h15 et 8h45 2 fois par semaine. Une aubaine pour Alicia, 7 ans. Le matin, le temps lui est compté. Des fois, on est pressé, donc je prends que un verre de jus. Et parfois, le matin, j'ai un petit creux. Terminé la fringale de 10h pour Alicia, les parents, eux, n'y voient que des bénéfices. Ça fait découvrir d'autres aliments qu'ils prendront pas forcément à la maison. Ça fait les fruits, les féculents, etc. C'est une bonne façon de ne pas avoir la faim dans le ventre jusqu'à midi et pouvoir rester concentré toute la journée. Autant d'avantages pour les parents et les enfants. Une mesure nécessaire pour Arnaud Dumontier, maire de Pont-Sainte-Maxence, même si cela représente un certain coût. Un trimestre pour 2 écoles, à raison de 2 petits déjeuners par semaine, nous coûte 3 000 euros. Mais quand il en va de l'intérêt de l'enfant, tout le monde doit se mobiliser. La contribution de l'État est évidemment bienvenue. Et le système ne cesse de s'étendre. Les élèves d'une 3e école de la commune bénéficieront du petit-déj une fois par semaine dès ce vendredi. Yasmine Akatou en direct depuis Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Et la mesure va s'appliquer d'abord dans 8 académies test et concernera à la rentrée prochaine 100 000 élèves. La promesse date de décembre, mais elle ne s'applique que maintenant. Les retraités vont toucher le remboursement de leur CSG. Les versements seront faits dans les tout prochains jours. Il s'agit de restituer le trop perçu, puisqu'Emmanuel Macron avait promis, en pleine crise des Gilets jaunes, d'annuler la hausse de ses cotisations pour les retraités qui gagnent entre 1 200 et 2 000 euros par mois. Tous ne seront donc pas concernés. Reportage Olivier Samin. Marc et Marcel ont le même âge, 80 ans. Dans le couple, c'est Marcel qui s'occupe des sous. Et elle a bien vu, pas plus de 34 600 euros de revenus sur l'année pour pouvoir bénéficier du remboursement de CSG. Alors suspense, à plus ou moins quelques euros près, c'est ce qu'elle touche avec son mari. Je me demande si j'aurai un remboursement parce que je suis vraiment très près des 34 000 euros. Je serais très contente si j'étais remboursée parce que la vie est de plus en plus chère et c'est pas très facile pour nous maintenant. Sur le même banc, voici Achour, 70 ans. Lui et sa femme touchent un peu moins, 32 000 euros. Ils auront donc droit au remboursement des 1,7 de CSG, indûment prélevés depuis le 1er janvier. Mais ça ne les réjouit pas plus que ça. 1,7, faites le calcul sur une certaine somme de 32 000. Je ne pense pas que ça va nous mener très loin. Si ça nous permet d'aller au restaurant, moi ou mon épouse, ou aider nos 2 petites filles, ça nous conviendrait parfaitement. Mais c'est pas ça que j'aurais aimé qu'il augmente plus ma retraite, sinon on va battre du pavé. La réindexation des pensions, ça, c'est autre chose. Emmanuel Macron devrait l'annoncer jeudi pour les petites retraites. Alors, battre le pavé ou pas, patience. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. D'autres annonces donc attendues jeudi. Grande conférence de presse convoquée par le président à l'Elysée pour faire le bilan du grand débat avec des mesures notamment attendues pour le pouvoir d'achat. Mais quelle solution pour les financer? Faudra-t-il travailler plus ou plus longtemps? Cette piste semble sérieusement envisagée et le débat s'annonce déjà explosif. Adrien Beck.
Travailler davantage, une nécessité pour baisser les impôts et financer la dépendance. Voilà comment Emmanuel Macron présentait cette piste dans son allocution annulée in extremis la semaine dernière. Objet politiquement inflammable, d'autant que les Français sont très frileux sur le sujet. Alors que veut dire travailler davantage ? Faut-il par exemple supprimer un nouveau jour férié ? C'est ce que propose La République En Marche sur le modèle du lundi de Pentecôte. Idée loin de faire l'unanimité dans la majorité. Un ministre averti, il faut se méfier des mesures qui ont été faites et qui ne marchent pas. L'autre piste, elle revient en boucle depuis plusieurs semaines, agitée par les ministres issus de la droite. Travailler plus longtemps, en clair, partir à la retraite plus tard. Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas toucher à l'âge de départ, mais voilà, nécessité fait loi, la piste est à l'étude. Un député aile gauche soupire. Si c'est ça la sortie du grand débat, on va se faire complètement défoncer. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Il est 8h06. Au Sri Lanka, 3 minutes de silence observées ce matin. Ce mardi est une journée de deuil national. Le bilan s'est encore alourdi. 310 morts, dont une trentaine d'étrangers. Un Français tué dans cette série d'explosions dimanche. À ce stade, 40 personnes ont été arrêtées et des experts du FBI et d'Interpol sont attendus sur place. L'enquête s'oriente vers un petit groupe islamiste local dont on ne sait pas s'il a reçu une aide étrangère. En attendant, l'état d'urgence est décrété avec couvre-feu et coupure des réseaux sociaux. Les Sri Lankais qui vivent en France ont bien du mal à avoir des nouvelles de leurs proches. Reportage à Paris, Rémi Botsaron. Devant sa boutique, un jeune commerçant tient son téléphone à la main et consulte un site d'information sri-lankais. Sur l'écran, des photos d'enfants qui s'amusent. Ils jouaient devant une église et ils ont tous été tués, dit-il. C'est terrible, répond son collègue, l'un des rares ici à avoir pu joindre ses proches depuis dimanche. Les réseaux sociaux ont été coupés par le gouvernement. Même le téléphone ne fonctionne pas, assure Vino dans son magasin de vêtements traditionnels. Je n'ai pas réussi à joindre ma famille aujourd'hui, je réessayerai demain, se désole-t-il. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont eu peur, c'est très stressant, c'est inacceptable. Ce déchaînement de violence a été une surprise pour lui comme pour son voisin Manikam. Lui est catholique, il avait fui les violences communautaires il y a 15 ans. Il pensait que le Sri Lanka avait trouvé la paix. Avant le 2009, toujours la bombe Sri Lanka. Après 2009, tout arrêté. Calme, très calme. Maintenant, 10 ans après, pourquoi faire comme ça du terrorisme? Pourquoi? Putain. Une question sans réponse et une interrogation que tous partagent. Leur pays va-t-il de nouveau vivre dans la peur? Reportage signé Rémi Botsaron. En Irlande du Nord, le Brexit est-il en train de réveiller les fantômes du passé? La Nouvelle IRA, un groupe luttant pour la réunification de l'Irlande et considéré comme terroriste par l'Angleterre, vient de reconnaître sa responsabilité dans la mort d'une journaliste tuée par balle la semaine dernière pendant des émeutes à Londonderry. Londonderry, cette ville encore aujourd'hui coupée en deux entre protestants favorables à la couronne britannique et catholiques républicains. Et la suite du journal avec Sébastien Krebs et les travaux à Notre-Dame de Paris qui ont déjà recommencé. Une vingtaine d'artisans, d'ouvriers, d'architectes travaillent jour et nuit. Il s'agit d'abord de consolider les parties fragilisées de l'édifice. Impossible encore à ce stade d'entrer dans la nef. Il faut d'abord bâcher, protéger, empêcher d'éventuels éboulements. Certains vitraux seront retirés à partir d'aujourd'hui et envoyés en restauration. Diane Chenouda. La grande rosace entre les deux tours est intacte, mais les deux autres rosaces, celles qui sont sur les deux côtés de Notre-Dame, qu'on appelle les roses, ont-elles été fragilisées? Les vitraux ont été noircis par la fumée, mais l'urgence, c'est la pierre qui entoure les vitraux et qui menace de tomber. C'est pour ça que les deux roses viennent tout juste d'être recouvertes d'un filet. Charlotte Hubert est l'architecte en chef des monuments historiques. On leur met des filets par sécurité, parce qu'il peut y avoir quand même... L'ensemble de la cathédrale a pris énormément d'eau. On n'est jamais à l'abri d'une chute d'un morceau de joint dans la rose. Des choses qui peuvent arriver, qui sont pas graves, hein. Sauf si quelqu'un se le prend sur la tête quand même. Il peut y avoir un petit morceau de pierre qui se décroche parce que ça a pris plein d'eau, ça va s'assécher. Donc c'est vraiment des épiphénomènes, mais on par sécurité, on met un filet, quoi. Les vitraux des deux roses vont partir en restauration dans les mois qui viennent. Mais ceux qui surplombent le chœur et la nef sur les côtés de la cathédrale
eux aussi noircis par la suie, seront enlevés à partir d'aujourd'hui, afin de faire passer des poutres à travers les fenêtres pour créer un énorme plancher qui permettra aux ouvriers de travailler sous la voûte d'ici environ 3 semaines. Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Et si vous êtes dans la région de Toulouse en cette période de vacances, on vous propose maintenant un voyage dans le temps. Et nous retournons un siècle en arrière, au temps des pionniers de l'aéropostale. Latécoère, Mermoz, Saint-Exupéry, ces fous volants qui créèrent des lignes aériennes jusque dans la cordillère des Andes. Eh bien, ils ont désormais leur musée à Toulouse, l'envol des pionniers dans les hangars qui ont vu naître leur folle aventure. Visite guidée avec Benjamin Péter. C'est l'épopée de ces héros, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, tous ceux qui ont permis de mettre l'Afrique puis l'Amérique du Sud à portée de timbre. Le génie avant-gardiste de Latécoère, fondateur de ces lignes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et pour raconter ses destins, des guides interprètent des pilotes, des passagers, des ouvriers qui sillonnent les allées pour interpeller les visiteurs. Vous regardez une aile, parce que ça tombe bien, je suis entoileuse, c'est pratique. Si vous voulez, je vous montre comment on fait pour entoiler une aile. En plus, on a besoin de nouvelles recrues en ce moment, on est juste une vingtaine. Alors on manipule des outils de navigation, on rêve devant les gants d'Antoine de Saint-Exupéry où on s'essaye manche à la main à la navigation d'un avion. Ça m'a fait rêver cette histoire. En fait, ils ont continué la guerre 14-18 avec le même état d'esprit d'abnégation. Et là, ce n'était plus pour se battre pour la France, mais c'était pour du courrier. Pour Fabrice Cruz, le chef d'escale ici, il s'agissait de raconter ce pari fou de porter le courrier par avion auquel peu de gens croyaient. Ce que l'on veut, c'est pas raconter la technique, si elle est importante, mais c'est surtout l'aventure humaine. Ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour convaincre que c'était possible et pour le réaliser. On a la chance de raconter une histoire de ces pionniers, dans les lieux où ça s'est passé. Car c'est bien de ces hangars, de cette piste d'envol de Montaudran toujours visible, que sont partis les sacs de courrier à destination de Casablanca, Dakar ou même Santiago. Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.